Vous savez, on a tous cette tante ou cette voisine, celle qui propose de garder les petits pour nous rendre service, celle qui sent un peu le vin blanc dès 10h du matin et dont la maison est toujours un peu froide, un peu trop silencieuse. Mais vous partez l'esprit tranquille parce que c'est de la famille, parce que c'est une femme, parce que une mère, une tante, une nourrice, ça ne fait pas ça. Pourtant, entre 1901 et 1908, dans le bruit et la misère du 18e arrondissement, puis sur les routes de l'Indre et de la Meuse, une femme a étranglé au moins 10 enfants. Ses propres fils, ses nièces, le fils de son employeur, un gamin de 10 ans dont elle a arraché la langue à pleines dents avant de le serrer dans un mouchoir mouillé. Et le plus terrifiant, ce n'est pas qu'elle ait tué, c'est qu'on les laissait faire 2 fois, 3 fois. La justice, la médecine, la philanthropie elle-même se sont liguées involontairement, je veux bien le croire, pour lui rouvrir les portes des nurseries au nom de la science naissante, au nom du doute, au nom de l'hystérie féminine qu'on préfère diagnostiquer plutôt que la monstruosité qu'on a sous les yeux. Est-ce que vous aimez les histoires d'horreur ? Je vais vous en raconter une vraie, celle d'une ogresse qu'on a acclamée comme une martyre, celle d'un avocat de génie qui a plaidé l'absence de preuves sur des corps d'enfants marqués par ses doigts, celle d'un pape de la criminologie qui a mesuré son crâne pour décider qu'elle n'était pas coupable, mais malade. Asseyez-vous confortablement, prenez un verre, ce soir je vous emmène à la rencontre de la pire nourrice de France, Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or. Commençons par le décor. Paris, 1901, le 18e arrondissement. Pas le Sacré-Cœur tout blanc qui domine la butte, non. En contrebas, la Goutte d'Or, un quartier ouvrier, dense, qui sent la sueur, le vin frelaté et le charbon. Des cours intérieurs sombres où le soleil ne met jamais les pieds. Des immeubles à l'entresol où s'entassent des familles entières. C'est là, rue du Pré-Maudit. Le nom est prémonitoire, vous ne trouvez pas ? Donc c'est là, je disais, qu'emménage un jeune couple breton. Jeanne Moulinet, née Quérity, près de Paimpol, en 1874, fille de pêcheur, placée très jeune comme domestique. Elle a 19 ans quand elle épouse Jean Weber, un routier, un camionneur, un homme réputé pour son alcoolisme, violent, absent. Le genre de mari qui laisse sa femme gérer la misère, les gosses, le loyer et qui rentre le soir pour casser ce qui reste d'intact. Jeanne, elle, on l'a décrite comme une femme à la figure commune, bestiale, au regard fuyant, mais costaud, très costaud, une force physique notable et une particularité qui va devenir sa signature. Elle adore garder des enfants. Les siens, ceux des autres, nourrice, femme de ménage, elle propose ses services. On lui fait confiance. C'est une femme, après tout, une mère. Et là, les petits commencent à mourir. 1901, son premier fils, Marcel, convulsion, certificat de décès signé sans broncher. 1902, sa fille Lucie, méningite. 1903, sa seconde fille, Juliette, mort subite. 3 enfants, 3 certificats, 3 enterrements, et personne ne trouve bizarre qu'une mère enterre sa progéniture entière avant ses 3 ans. Pas le mari ivre, pas les médecins de quartier pressés, pas l'assistance publique qui continue de lui confier des gosses. Parce que Jeanne, elle ne s'arrête pas aux siens, elle élargit le cercle. Sa belle famille, les Weber, pullule dans le quartier. 3 frères, 3 ménages, une tribu. Et Jeanne,
Elle rend service, elle garde les neveux, les nièces. Suzanne, la fille de Pierre, Georgette, la fille de Charles, toutes deux meurent en 1903 et 1904. Convulsions, méningite, toujours les mêmes mots, les mêmes diagnostics. Commode, qui ferme des dossiers avant même qu'il n'ait eu le temps de s'ouvrir. Et puis en mars 1905, le tournant, son frère Léon lui confie Germaine, 7 ans, une gamine. Pas un nourrisson qu'on peut étouffer dans son sommeil sans témoin. Une enfant de 7 ans qui peut parler, qui peut se débattre. Germaine agonise 2 jours. 2 jours dans ce lit, ils ont déménagé rue Polonceau maintenant. 2 jours avec des marques étranges au cou, des ecchymoses, des stries. Le médecin appelé diphtérie. Il signe. L'enfant meurt le lendemain. Vous voyez le mécanisme? L'entourage voit. Les belles-sœurs voient. Elles chuchotent. Elles se regardent au coin des enterrements. Mais c'est la famille. On ne porte pas plainte contre sa belle-sœur. On ne dit pas « cette femme tue nos enfants ». Pas encore. Pas sans preuve. Et la médecine, cette grande prêtresse de la vérité, leur dit « c'est naturel, c'est la diphtérie, c'est la méningite. Rentrez chez vous ». Le 5 avril 1905, tout bascule en une après-midi. Charles Weber, un de ses frères et sa femme Blanche partent faire des courses. Elle laisse Maurice, leur petit dernier, 11 mois, à la garde de Jeanne. T'inquiète pas, Jeanne est là. Quand ils reviennent, la scène, figée. Jeanne est debout sur le lit. L'enfant est dessous, haletant, la gorge tuméfiée, bleuie, marquée par des doigts. Ecchymose nette. L'interne de l'hôpital Bretonneau, où on emmène le gamin en urgence, lui, il va pas tourner autour du pot. Il écrit noir sur blanc dans son certificat « Quelqu'un a essayé de l'étrangler ». Quelqu'un, pas une crise, pas la diphtérie, quelqu'un. Et là, c'est le déclic. Le barrage casse. Les 3 ménages Weber, Charles, Pierre, Léon, déposent tous plainte les 7 et 8 avril. 5 décès, une tentative, 5 petits corps dans la terre, un 6e qui porte encore les marques de ses doigts. Le juge d'instruction l'aidait, saisit l'affaire. Jeanne est écrouée à Saint-Lazare. Et là, première bataille d'experts, une expertise psychiatrique d'abord. Conclusion, ni folle, ni hystérique. Elle est responsable. Elle sait ce qu'elle fait. Mais le parquet veut des certitudes médico-légales. On exhume 4 corps. Autopsie le 13 avril par le professeur Toinon, figure de la médecine légale parisienne de l'époque, patron à la faculté, expert officiel du parquet de la Seine. Résultat, sans résultat probant. Pas de traces toxiques, lésions internes minimes. Toinon conclut, mort naturelle, diphtérie, méningite, convulsions. La strangulation, impossible sans lésion interne majeure. La science a parlé. Rangez vos soupçons, braves gens. Sauf que l'interne de Bretonneau a vu les marques sur Maurice. Les belles-sœurs ont vu Jeanne sur le lit. Les certificats de décès des premiers médecins, convulsions, méningite. Mais jamais on n'a cherché à savoir ce qui provoquait ces convulsions. Jeanne reste en prison. L'instruction continue, mais l'arme du crime, la vie de Toinon, est déjà entre les mains de la défense. Et quelle défense! Janvier 1906, Palais de justice de Paris, la cour d'assises de la Seine. La salle est comble. Il faut dire que l'affaire a fait la passion de la presse, l'ogresse de la goutte d'or, la mère Weber. Les titres fleurissent. Au box, Jeanne, main jointe, visage fermé. Parfois elle pleure, parfois elle sourit, elle joue. Elle sait jouer. Et face à elle, la star, maître Henri Robert, le prince du barreau, l'orateur que tout Paris s'arrache. Il a 42 ans, une voix qui porte, une gestuelle millimétrée. Il ne plaide pas, il incarne. Sa stratégie chirurgicale, pas de mobile, pas de preuves matérielles. Il démonte l'accusation, pièce par pièce. Les marques sur Maurice, des ecchymoses
post-mortem, des manœuvres de réanimation maladroites, les témoignages des belles-sœurs, des femmes aigries, jalouses, qui veulent se débarrasser d'une parente encombrante. L'avis de l'interne de Bretonneau, un jeune médecin impressionné qui a vu ce qu'il voulait voir. Et l'argument massif, l'argument d'autorité, l'expertise Thoineau, l'expertise Sauquet, les grands professeurs, la science officielle. Eux ont disséqué, eux savent, et eux disent mort naturelle. Il retourne la charge. Il fait de Jeanne une victime, une mère persécutée par sa belle famille, harcelée par la rumeur et jetée en prison pour des convulsions et de la diphtérie. Il joue sur la fibre maternelle, sur la misère, sur l'alcoolisme du mari. Regardez-la, regardez cette femme. Est-ce un monstre ou une mère brisée par le sort? Le procureur, il a les mains liées par l'expertise Thoineau. Il réclame la tête, mais sa voix sonne creux face à la science. Le jury délibère moins d'1 heure. 6 février 1906, acquittement. Sur les 5 chefs d'accusation, libérés. Et là, la scène qui hante encore les archives, la sortie du palais. Jeanne Weber est portée en triomphe par la foule. Des femmes l'embrassent. On lui offre des bouquets. On crie « Vive la mère Weber! Vive l'innocente !» Maître Henri Robert est acclamé comme un sauveur. La presse, quasiment toute la presse, suit le mouvement. Une mère martyre. La justice a triomphé de l'erreur judiciaire. 5 enfants morts. Un 6e failli. Et la voilà libre, blanche comme neige, innocente officiellement. Les Weber, eux, Charles, Pierre, Léon, ils regardent, impuissants. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu le procès. Et ils savent qu'elle a tué. Mais la loi a dit non, la science a dit non. Alors, ils se taisent et elle repart, comme si de rien n'était. Alors on aimerait bien vous dire qu'elle a changé, qu'elle a eu peur et qu'elle s'est rangée. Pas une seconde. Libérée, Jeanne sombre. Vagabondage, prostitution occasionnelle, alcool. Elle tente même de se suicider en mars 1907. On l'envoie à l'asile de Nanterre. Expertise, saine d'esprit. On la relâche, saine d'esprit. Une femme qui vient de tenter de se tuer, qui a un passif de 6 enfants morts suspectement et qu'on déclare saine d'esprit pour la remettre dans la nature. Elle change de nom et devient Jeanne Glaise. Elle quitte Paris, direction l'Indre, Villedieu-sur-Indre. Elle rencontre Sylvain Bavouzet, agriculteur, veuf, 3 enfants. Elle se présente comme une cousine de sa défunte femme. Il la loge, la nourrit, elle s'occupe des gosses. Elle a recommencé. 17 avril 1907, Auguste Bavouzet, 9 ans, meurt convulsion. Le médecin local, Dr Odia, refuse de signer le certificat de décès. Il a vu les marques, il appelle le procureur. Et là commence la bataille des 3 autopsies. Un épisode kafkaïen, une leçon d'histoire de la médecine légale à lui tout seul. Autopsie numéro 1, Châteauroux. Les docteurs Odia et Bruno, médecins de province, ils ouvrent l'enfant. Verdict, ecchymose, marque de strangulation nette, congestion, poumon et cœur. Strangulation, point final. Le procureur saisit la justice. Autopsie numéro 2 à Paris, mandatée par la défense. Professeur Thoineau et le docteur Sauquet. Les mêmes, les stars. Ils refont l'autopsie sur un corps déjà ouvert. Verdict, fièvre typhoïde. Sans avoir retrouvé le bacille, notez bien juste l'intuition, l'autorité. Autopsie numéro 3, Cour de cassation. Les experts désignés par la haute juridiction, les professeurs Brissot, Land et Méret. La crème de la crème. Verdict, mort naturelle. 3 autopsies, 3 verdicts radicalement opposés sur le même corps. Et devinez sur quoi repose le non-lieu du 4 janvier 1908 ? Sur le doute entre les experts. Pas l'innocence,
sur le fait que la science ne sait pas trancher. Maître Henri Robert, encore lui, plaide l'erreur judiciaire permanente. On ne peut pas condamner sur une divergence d'experts. Et oui. Et pendant ce temps, Germaine Bavouzet, la fille aînée de Sylvain, 15 ans, elle a vu. 2 jours après l'enterrement, elle va voir le procureur. C'est Jeanne, elle l'a tuée, je l'ai vue. On ne l'écoute pas. Elle est impressionnable, c'est une gamine, 15 ans. Jeanne Glaise sort libre. Une 2e fois. 9 enfants morts au compteur maintenant. 3 siens, 5 neveux et nièces, un Auguste. Et la justice qui dit, circulez, y a rien à voir. Janvier 1908, Jeanne est libre, sans un sou. Elle trouve du travail comme nourrice à l'hôpital de Fongombo, dans l'Indre. Et enfin, grâce à ses relations, elle atterrit à la maison d'enfants de Caillouet-Orgeville, dans l'Eure. Là, c'est le sommet de l'ironie tragique. Le directeur, c'est Georges Bonjean, fondateur de la Société Générale de Protection de l'Enfance Abandonnée, la CGPEA. Un philanthrope, un humaniste, un ami intime de Maître Henri Robert, l'avocat qui l'a fait acquitter. Bonjean est convaincu de son innocence. Il l'embauche sous le nom de Marie Lemoine. Il lui confie des enfants, des pupilles de l'assistance, des gamins que la société a déjà abandonnés une fois. Et là, nouvelle tentative. Elle est surprise en train d'étrangler un pensionnaire. Surprise in flagrante. Que va faire Charles Bonjean, le protecteur de l'enfance? Il appelle la police, il alerte le parquet, il prévient les autres institutions. Non, il étouffe l'affaire. Il la renvoie discrètement pour alcoolisme. Alcoolisme. C'est le motif officiel. Pas tentative de meurtre, pas danger pour les enfants. Alcoolisme. Il lui donne un certificat de bonne conduite pour qu'elle retrouve du travail ailleurs. Il livre sciemment une tueuse à d'autres enfants. Par idéologie, par orgueil, par amitié pour un avocat star, Jeanne erre. Elle est grise souvent, mais elle a un moment de lucidité ou de provocation, pas trop. Printemps 1908, elle se présente au commissariat. Au juge Lédet. L'instruction de 1905, elle a dit « J'ai tué mes neveux, mes nièces, Auguste Bavouzet ». Vous entendez? Elle avoue. Tout, spontanément. La réponse de la police, de la justice, « Vous êtes fatiguée, madame, rentrez chez vous ». On la renvoie à Saint-Lazare, puis à Nanterre. Folie passagère, alcoolisme. On ne veut pas entendre. L'acquittement de 1906 est une vérité juridique intangible. On ne rouvre pas un dossier clos, surtout pas sur la parole d'une hystérique alcoolique. Elle est relâchée, encore, une 3e fois. Mai 1908, Jeanne a 33 ans. Elle traîne sa misère en Meuse. Elle a volé un vigneron, Joseph Joly, à l'Est-Saint-Rémy. Elle a un amant, Émile Boucherie, ouvrier, et il s'installe à Commercy, à l'auberge Poirot, tenue par un couple, les Poirot. Ils ont un fils, Marcel, 10 ans. Jeanne fait le ménage, la lessive, la prostitution occasionnelle dans les chambres, et elle garde Marcel. On lui demande pas ses références. On voit une femme, une cousine, qui rend service. 10 mai 1908, midi, les Poirots sont occupés. Des voisines entendent du bruit, un gargouillis, un silence anormal. Elles alertent la tenancière. La porte s'ouvre. Jeanne est assise au bord du lit, calme. À côté d'elle, le cadavre de Marcel. L'enfant a été étranglé avec des mouchoirs mouillés, nœuds serrés. Mais c'est pas tout. L'autopsie révélera l'horreur absolue, la signature sadique que rien n'expliquait avant. La langue a été arrachée à coups de dents. Arrachée, mordue, arrachée avant la strangulation. Une violence bestiale qui dépasse l'impulsion, qui crie la jouissance du meurtre. Pas d'hystérie, pas de crise. Elle est là,
assise, le mouchoir ensanglanté à la main, le regard vide ou provocateur. Les voisines hurlent, la police arrive, elle ne résiste pas, elle donne un faux nom, Jeanne Glaise. On découvre son identité réelle très vite, le casier, les acquittements, le non-lieu, l'avis Bonjean. Mais cette fois, c'est fini. Le flagrant délit, le corps, la langue, les témoins. Pas d'expertise Thoineau pour dire mort naturelle, pas d'Henri Robert pour plaider l'émotion. La machine judiciaire ne peut pas ne pas la prendre. Prison de Saint-Mihiel, décembre 1908. Il faut trancher. Procès d'assises ou internement d'office. Responsable ou aliéné. On fait appel aux psychiatres, des Français, et on fait venir lui, César Lombroso, le pape de l'anthropologie criminelle, le théoricien du criminel né. 73 ans, il vient exprès d'Italie. Il l'examine dans sa cellule, il lui mesure le crâne, note l'asymétrie faciale, la mâchoire prognate, les stigmates de la dégénérescence. Son avis sans appel, aliéné mental, épilepsie hystérique, impulsivité hystérique, irresponsabilité pénale, dégénéré né. Les experts français s'alignent, l'aliénation mentale est retenue. 19 décembre 1908, ordonnance d'internement. Pas de procès, pas de guillotine, pas de bagne. L'asile. L'hôpital psychiatrique. D'abord Maréville, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Puis le 20 mars 1909, transfert à Fain-VL, dans la Meuse, un asile départemental. Et là, elle vit 9 ans, asymptomatique, aucune crise, aucune violence, aucune tentative. Elle tricote, elle jardine, elle cause avec les infirmières. Une brave femme, disent les gardiens, bien sage, pas un remords, pas une larme pour Maurice, Auguste, Marcel, les siens, juste le vide. Une vie rangée, nourrie, soignée, à l'abri. 5 juillet 1918, une crise de néphrite aiguë. Elle meurt à 43 ans, dans son lit d'asile. Enterrée au cimetière de Fain-VL, probablement dans la fosse commune des aliénés, sans nom sur la pierre, juste un numéro. Jamais condamnée pour le moindre meurtre, jamais jugée par un jury pour les 10, au moins 10 enfants qu'elle a étranglés de ses mains. Voilà, c'est l'histoire. Une histoire de science aveugle, de justice paralysée par l'expertise, de philanthropie complice et de monstruosité banale. 7 ans, de 1901 à 1908, 10 enfants minimum, peut-être plus, ceux de Fongombo, de Caillouet, dont on n'a jamais rouvert les dossiers, 3 fois arrêtés, 3 fois relâchés, acquittés, internés. On a voulu voir en elle une hystérique, une épileptique, une dégénérée, au sens lombrosien, une malade, parce que c'est plus rassurant, ça range le mal dans une case pathologique, ça exonère la société. C'est pas de sa faute, elle est malade. Mais moi qui ai lu les dossiers, qui ai vu les photos, les 3 autopsies contradictoires sur le même petit corps, l'interne de Bretonneau qui écrit « Quelqu'un a essayé de l'étrangler ». La langue arrachée à pleines dents, les aveux ignorés, le certificat alcoolisme de Bonjean, la foule qui acclame l'acquitté, le regard de Jeanne sur les gravures, ce regard froid, calculateur, qui sait jouer la folle, qui sait jouer la mère, qui sait attendre. Est-ce qu'elle était folle ? Les experts de 1905 disaient ni folle, ni hystérique, souvenez-vous. Ceux de 1908, dont Lombroso, disaient aliénée. Donc la psychiatrie a changé d'avis en 3 ans. Pas elle n'a pas changé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que sa place, elle était à l'hôpital psychiatrique ou à l'échafaud ? Elle a fini ses jours, tranquille, soignée, oubliée. Dites-moi dans les commentaires, c'est ce genre de débat qui fait avancer la réflexion, bien plus que les certitudes des experts, je pense. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais, c'était assez dur, mais ces gamins, Marcel, Lucie, Juliette, Suzanne, Georgette, Germaine, Maurice, Auguste, Marcel et les autres,
ils méritent qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les range pas dans la case mort naturelle d'un professeur trop pressé ou trop orgueilleux. Si cette histoire vous a remué, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, activer la petite cloche, partager. Ça aide la chaîne à exister, à creuser d'autres dossiers, d'autres ombres. Prenez soin de vous.